Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers étudiants. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de voir la solution et de construire ensemble la solution de l'examen de l'année dernière du module I510, à savoir système et réseau. Donc, sans tarder, je vais essayer de partager le fichier PDF, mon écran. Donc, j'espère que vous voyez mon écran. Si oui, dites-le moi. Très bien. Donc, pour l'examen de l'année dernière, donc c'est 2 heures. Exercice 1, question de cours sur 7 points. Exercice 2 sur 4 points. Quelques exercices, vous allez voir que ce n'est pas quelque chose de compliqué. 4 points. Exercice 3, 4 points aussi. Et un dernier exercice 5. Donc 5. Plus 8, ça veut dire 13. Plus 7, ça veut dire 20. 20 points. Et donc, je vous rappelle qu'il y a beaucoup de 19 l'année dernière. Donc, beaucoup de bons résultats. Donc, pour commencer, donc on va commencer. Donc, voilà, l'heure maintenant, il est 8h05 minutes pour voir combien il va nous prendre de temps tout ceci. Et donc, on va commencer par les questions de cours. C'est comme une entrée. Une entrée pour un plat qu'on va servir après. Donc, voilà. Vous allez voir que ce n'est pas compliqué. Et donc, la première question de cours, qu'est-ce qu'un réseau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me définir maintenant un réseau informatique? Allez-y, allez-y, allez-y. Qu'est-ce qu'un réseau informatique? Un réseau est un ensemble d'éléments informatiques, ordinateurs, imprimantes, connectés les uns aux autres, ensemble. Pourquoi? C'est un ensemble des équipements informatiques connectés pour... Il faut spécifier l'objectif pour partager les données et les ressources qui peuvent être, par exemple, des fichiers, des images, des emails, partager les ressources, partager une Internet, une connexion Internet. C'est un ensemble d'équipements informatiques interconnectés entre eux pour échanger des données ou des ressources. Très bien. Donc voilà, vous pouvez maintenant équipement connecté, partagé. Lorsque on voit les mots-clés, on dit que l'étudiant il a compris de quoi s'agit-il. On lui accorde la note de 0,5 points. Quelle est la deuxième coche du module TCP/IP? TCP/IP, c'est quatre couches. La première couche, la couche la plus basse, c'est quoi? L'accès réseau. Accès réseau. Deuxième? Internet.
Internet, la deuxième couche du modèle TCP/IP, c'est Internet. Elle correspond à la couche 3 du modèle OSI, ça veut dire réseau, mais pour le modèle TCP, la deuxième couche, c'est Internet. Ce n'est pas transport, c'est Internet. Parce que donc, voilà, les couches, elles sont numérotées de la plus basse à la plus haute. La plus basse, c'est la plus, donc, celle, donc, la plus haute, c'est celle qui est un petit peu proche de l'utilisateur, c'est l'application, et la plus basse, c'est celle qui est un petit peu proche du média. Donc, un mot, couche Internet, et vous allez voir 0,5, vous allez avoir 0,5 points. Quelles sont les couches du modèle OSI qui correspondent à la couche application du modèle TCP/IP? 3 couches. Application, présentation, session. Très bien. Et voilà 3 mots et vous allez avoir 0,5 points. En quoi consiste, la question 4, le subnetting? Le surréseautage. C'est quoi le surréseautage? Pourquoi on fait la division des réseaux en sous-réseaux? Oui, donc le subnettage, c'est diviser un réseau en sous-réseau. Pourquoi on le fait ça? Pour limiter la consommation des adresses IP. Non, on a vu que lorsqu'on fait le on perd des adresses. Ce n'est pas pour limiter la consommation. Donc, lorsqu'on fait le subnettage, on perd quelques réseaux parce qu'il y a des adresses IP qui vont être attribuées au sous-réseau. Il y a des adresses qui vont être attribuées aux adresses de diffusion. On ne gagne pas d'adresse. On ne gagne pas d'adresse IP lorsqu'on fait le surréseautage. C'est pour autre chose. Laquelle? Donc, le pourquoi de ce réseau, c'est pour minimiser le domaine de collision. On sait que, par exemple, lorsqu'on est sur un réseau en diffusion, donc voilà, chaque fois que tu envoies quelque chose à toutes les machines, donc il y aura donc toutes les machines. Maintenant, on fait des surréseautages et lorsqu'on diffuse un sous-réseau, les autres sous-réseaux ne vont pas recevoir, par exemple, donc pour minimiser le domaine de collision. D'accord? Donc, on fait le subnetting, donc pour diviser un gros réseau en sous-réseau pour minimiser le domaine de collision. La question 5, en quoi consiste le super réseau? C'est l'inverse. L'inverse de subnetting. Super réseau. Le CIDR, on a vu ça dans le CIDR. Classless Interdomain Routing. En quoi consiste? N'hésitez pas à donner des réponses. Même si elles sont fausses, on va les corriger, on va fixer maintenant les idées. Pourquoi on fait le super réseau? Le super réseau, c'est la combinaison, le regroupement de réseaux consécutifs en un seul réseau. On le fait pour alléger les tables de routage pour 2 raisons. Pour alléger les tables de routage et pour donner à des fournisseurs, à des entreprises une plage d'adresses consécutives, même s'il s'agit de plusieurs réseaux, bien sûr, par exemple, de la classe C ou de la classe B ou de la classe A, elles vont être consécutives. Donc, le super réseau consiste en un regroupement de réseaux consécutifs en un seul réseau pour alléger les tables de routage et allouer un bloc d'adresses consécutifs à une entreprise.
à celui qui en a besoin. Donc, il faut que le bloc soit un bloc d'adresses consécutives. Et donc, au niveau de table de routage, on ne voit que la seule adresse de réseau de toute cette plage. Même s'il s'agit de beaucoup d'adresses, au niveau de la table de routage, il n'y aura qu'une seule entrée de la table de routage. Donc, c'est pour cela donc on fait appel au super réseau. Donc, il est la couche OSI chargée de découpage, donc la question 6, qu'il est la couche du module OSI chargée de découpage du flot du bit, ou bien du flot binaire, reçu en trame. Quelle est la couche? Oui. Présentation. La couche présentation? Et non. Ce n'est pas présentation. La couche physique, non. La couche physique, elle doit transmettre le signal. Elle doit transmettre le signal en binaire ou en analogique. C'est la transmission sur le support de communication. C'est la liaison de données. La liaison de données, à partir du train du bit reçu, elle doit savoir où commence une trame et où se termine. C'est la liaison de données. La question 7. Quelle est la couche OSI chargée de la détermination du chemin à travers le réseau? C'est celle qui va faire le routage. Qui fait le routage? C'est la couche réseau du module OSI ou la couche Internet par le protocole IP de le modèle TCP/IP. C'est elle qui essaye de, lorsqu'elle reçoit un segment de la couche transport, elle l'encapsule dans un paquet, on adjoint les adresses IP sur ces destinations. Elle va donner le paquet à la trame qui va l'encapsuler dans la trame et l'on va l'envoyer à la couche physique. La couche physique, elle va l'envoyer sur le support. Et la couche liaison de données de destinataire va essayer de désencapsuler le trame. Et donc, le paquet, donc, elle va livrer à la couche réseau du destinataire. Et donc, la couche qui va essayer de déterminer le chemin, c'est la couche réseau. Donnez la formule qui exprime la capacité maximale ou le débit maximal d'un support de transmission. Qui peut me donner cette formule? On l'a vu. W log à base 2 de 1 plus signal sur noise. Signal sur noise. Donc, c'est la formule à base log 2. Seulement, très bien, Naïma, mais il faut utiliser qu'il s'agit de log à base 2. Donc, avec W, c'est la bande passante. C'est la bande passante du support. Le S sur B, c'est le rapport signal sur bruit. Et donc, voilà, c'est la formule de Shannon. Donc, qui nous donne la capacité maximale d'un support de transmission qui a W comme bande passante. Voilà, on passe maintenant à la partie système. Qu'est-ce qu'un processus? Et l'instance de l'exécution d'un programme, donc, ou bien c'est l'instance d'un programme, c'est bien sûr un processus, et l'instance d'un programme en cours d'exécution, en cours avec un S d'exécution. Donc, un programme en cours d'exécution, c'est l'instance. Donc, c'est l'instance, on dit que c'est l'instance d'un programme en cours d'exécution. Très bien. Qu'est-ce que la multiprogrammation? Un système multiprogrammé, c'est quoi un système multiprogrammé?
C'est un système qui a la capacité de charger en mémoire plusieurs processus. On sait ce que ça veut dire un processus. Donc, de charger plusieurs processus en mémoire, de telle sorte que lorsqu'un processus se bloque sur une entrée-sortie, le processeur doit exécuter un autre processus qui est dans l'état prêt. Donc, c'est la capacité donc, de charger plusieurs programmes en mémoire de telle sorte à partager les ressources et surtout la ressource processeur. Elles se chargent, donc elles partagent la mémoire, elles peuvent partager aussi le processeur, donc par l'ordonnancement. Qu'est-ce que la section critique? Qui peut me donner la définition de la section critique? Un mot ou deux mots, une phrase. La section critique, c'est la partie du programme où il y a le risque d'avoir le conflit d'accès. C'est le bout du programme où il peut avoir un conflit d'accès par plusieurs processus. Lorsqu'il y a des variables partagées, cette partie du programme où il y a des programmes partagés, où il y a le conflit d'accès, s'appelle la section critique. Qu'est-ce que l'exclusion mutuelle? Qui peut me définir l'exclusion mutuelle? Qu'est-ce que l'exclusion mutuelle? Nous avons vu plusieurs politiques d'exclusion mutuelle. Est une primitive utilisée en programmation informatique pour éviter que les ressources partagées d'un système ne soient utilisées en même temps. Donc voilà, on peut même la simplifier par l'exclusion mutuelle. C'est un principe pour éliminer que deux ou plusieurs processus soient en même temps dans la section critique. Donc, on utilise la notion de section critique. On essaie que deux ou plusieurs programmes, processus ne soient pas en même temps dans la section critique. Mécanisme d'empêcher deux ou plusieurs processus, au moins deux, d'accéder en même temps à la section critique. Donc voilà, lorsqu'on dit que voilà, on ne demande pas aux étudiants d'apprendre par cœur les définitions, mais elles peuvent formuler les définitions à leur guise. Donc voilà, il faut utiliser les mots-clés. Quelle est la différence entre une attente active et une attente passive en exclusion mutuelle? Voilà, lorsqu'on fait appel aux primitives d'exclusion mutuelle, par exemple, on a vu plusieurs primitives qui utilisent l'attente passive et d'autres qui utilisent l'attente passive. Qui peut me donner des exemples des primitives de l'attente active, de l'exclusion mutuelle? Qui peut me donner des exemples? Attente passive, on bloque le processus. Et attente active, on ne bloque pas le processus. Donc, le processus qui est dans l'état prêt, elle attend. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Elle consomme le temps processeur. Il faut que l'étudiant pense à le coût. Donc, il faut qu'il indique que l'attente active, elle consomme le temps processeur. C'est pour cela que l'attente pour bloquer le processus, pour que l'ordonnanceur ne lui donne jamais le processeur, pour qu'il ne consomme plus de temps processeur. Donc, qui peut me donner des exemples d'attente passive? Sleep and wake up.
Sleep and wake up. Sleep c'est comme ça. Sleep and wake up. Sleep and wake up. Dormir et réveiller. Donc, la primitive, l'appel système sleep, elle bloque le processus qui évoque l'appel système. Wake up, on a dit que wake up, on lui fait passer l'identificateur du processus à réveiller, et donc il va réveiller donc le processus qui a été endormi. Qui peut me donner des exemples des attentes actives? CTL. TLS, ماشي CTL, TLS, Taste and Sit Lock, TSL, Peterson, alternance, l'algorithme d'alternance, le verrou, etc. Donc tous, ils utilisent l'attente active. Variable de verrouillage, yes. Verrouillage. Le verrouillage, ce n'est pas comme ça qu'on écrit le verrouillage. Verrouillage. Le verrouillage. Donc, très bien. Il nous reste une question pour encaisser les 7 points. Qu'est-ce qu'un fichier? Un fichier est une collection d'informations numériques. Est-ce qu'un processus n'est pas une collection d'informations numériques lui aussi? Est-ce que le processus est aussi une collection d'informations numériques? Est-ce que vous pouvez me dire que le processus n'est pas une collection d'informations numériques? Un processus, on le traite par une machine informatique, donc c'est une collection. Structure de données, on ne parle pas de structure de données, parce que lorsqu'on a parlé des structures de données, on a parlé des tableaux, on a parlé des chaînées, les piles, les fils, etc. On a parlé aussi d'arbres, de graphes. C'est une collection d'informations nommées, elles ont un nom. C'est une stock dans une mémoire de masse. C'est une collection d'informations nommées qu'on stocke de façon permanente sur une mémoire de masse. Le processus, on le met sur la RAM et le fichier, on va le mettre sur une mémoire de masse. Pas qu'il faut retenir permanente. Une collection de données informatiques numériques, aussi un processus, c'est une collection de données numériques. On le met sur la mémoire, mais on doit comprendre qu'est-ce qu'est la différence entre un processus et un fichier. Un fichier doit être sur une mémoire de masse et doit être permanent. Un processus, lorsqu'on éteint l'ordinateur, tout ce qui est sur la RAM, on le perd. Par contre, tout ce qui est sur la mémoire de masse, on ne le perd pas. Est-ce que vous faites la différence entre le processus et un fichier? Est-ce que c'est clair? Ok, très bien. Donc voilà, dans 20 minutes, donc on a 7 points. Donc maintenant, on va essayer de voir le deuxième exercice sur 4 points. Donc on a vu comme cet exercice sur dans la gestion de la mémoire.
soit un programme de donc je veux prendre tout l'exercice et on va aller vers le on va aller vers le vers vers le vers le tableau. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Soit un programme de le code de programme, il occupe 1024 octets en mémoire et qui utilise un vecteur de données avec 1000 éléments de type caractère. Un caractère occupe un octet en mémoire. Ça veut dire que les données occupent 1000 octets. Un programme, un processus, il a une partie de code et une partie de données. Ce programme est exécuté dans un système qui utilise la pagination. Il utilise la pagination, donc la mémoire virtuelle avec la notion de pagination. On utilise les frames ou les cadres. La pagination de la mémoire, de la taille de la mémoire réelle, la mémoire physique, on a 1 mégaoctet. Donc, taille de la mémoire, c'est 1 mégaoctet. La taille d'une page au cadre est de 512 octets. Et les instructions à référence mémoire, les adresses virtuelles, ont un champ d'adresse de 24 bits. On demande de donner la taille de l'espace d'adressage virtuel. C'est une application directe à une formule que nous avons vue ensemble. L'espace d'adressage virtuel. La taille, donc la taille d'espace d'adressage virtuel. C'est quoi? 2 à la puissance 24. Donc, taille espace d'adressage virtuel est égal 2 à la puissance 24. 2 à la puissance 24. Quoi? Il nous faut une unité. Combien? 2 à la puissance 24. Bit, octet, quel octet, mégaoctet? Quoi? J'attends. Octet. Octet, très bien. 2 à la puissance 24. Donc, c'est 2 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 20 octets. D'accord? 2 à la puissance 4, c'est 16. 2 à la puissance 20 mégaoctets. Donc, c'est 16 mégaoctets. Donc, la réponse à cette question, c'est ça. Donc, vous voyez que une ligne et on a la réponse. La taille de l'espace d'adressage physiquement réel. Quelle est la taille de l'espace d'adressage physiquement réel? Taille, espace d'adressage physiquement réel. C'est quoi?
1 mégaoctet. Elle est donnée dans le texte. On ne demande que de reporter ce qui a été dit dans le texte. 1 mégaoctet. Le nombre de bits de déplacement. On sait qu'une adresse virtuelle ou physique, elle contient deux parties. Le nombre de bits, le nombre... Oui, le numéro de page. La taille de la page. Donc, il y a une adresse, elle contient, donc on a dit qu'une adresse virtuelle, elle est constituée de deux parties. Numéro de page virtuelle à laquelle on doit ajouter le déplacement. Et aussi une adresse physique est égale numéro de page physique et le déplacement, le même déplacement. Donc, lorsqu'on fait la traduction, on doit traduire une adresse virtuelle en adresse physique. Le déplacement reste le même. On doit savoir sur quel frame, on parle de page physique ou frame, numéro de frame. Je peux mettre aux deux cadres. Sur quel frame une page virtuelle est mappée. Donc, le déplacement, on sait que le déplacement, il est codé sur le nombre de bits sur lesquels il est codé. Donc, c'est le log à base 2, donc de la taille de la page. Donc, log de taille de la page est égal log à base 2. La taille de la page, on a dit que c'est 512. 512 octets. 512 octets, c'est 2 à la puissance 9. 2 à la puissance 9, donc est égal, log à base de 2 à la puissance 9 est égal à 9 bits. Donc, le déplacement, le nombre de bits. Donc, le nombre de bits de déplacement, donc, je vais écrire c'est nombre de bits de déplacement est égal au log à base de la taille de la page est égal à 9 bits. Donc, c'est 9 bits. D'accord? Le nombre de bits de la page virtuelle. Donc, on a une adresse, c'est 24. Donc, le nombre de bits, donc sur combien il est codé, le nombre de bits. Le nombre de bits numéro de page virtuelle est égal à 24 moins 9 est égal à 15 bits. Donc, le nombre de bits d'une adresse physique réelle. Le nombre de bits d'une adresse physique réelle. Combien? On a 1 méga. Pour atteindre les 1 méga, combien il nous faut de bits? Donc, on a l'espace, la taille de l'espace d'adressage physiquement réel est égal à 1 mégaoctet est égal
à 2 à la puissance 20, 2 à la puissance 20 octets. Donc, le nombre de bits d'une adresse physique, le nombre de bits d'une adresse physique est égal. Combien on aura de bits? 20 bits. Pour atteindre les 1 méga, il nous faut 20 bits. Le nombre de bits du numéro de page physiquement réel d'une cadre, c'est quoi? On a 20 moins 9. On a donc le nombre de bits. Nombre de bits de numéro de page physique est égal à 20 moins 9. 9 de déplacement est égal à 11 bits. D'accord? Le nombre d'entrées de la table de page. شحال عندنا غتكون عندنا من entrée. Chaque page est là. Il faut de la table de page que chaque page ait une entrée. Combien de pages? Donc, le nombre d'entrées de la page, c'est le nombre de pages. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, c'est combien on a. Donc, oui, c'est 2 à la puissance 15. Numéro de page, donc c'est 2 à la puissance 15. Chaque page est là. Donc, le nombre, donc c'est 2 à la puissance 2 à la puissance, le nombre d'entrées de la page 2 à la puissance 15. Donc voilà, le chargement de ce programme en mémoire engendra-t-il une fragmentation interne? Est-ce qu'on va avoir une fragmentation interne? Justifiez votre réponse. On a dit que ce programme est là, un méga, pas un méga, 1 kilo de code et 1000 octets et 1000 octets de données. Est-ce qu'il va engendrer une fragmentation interne? J'ai pas bien. Youssef, pourquoi tu as écrit 1024 moins 1000? J'aimerais savoir, Youssef, pourquoi tu as écrit 1024 moins 1000? Combien, donc la question, c'est combien de pages physiques ou bien de cadres il va utiliser le programme, le processus. Quatre, très bien. 4 pages. Donc le code, il va utiliser 2. Les données, il va utiliser 2. Même si elle va rester, comme il a dit Youssef, 24 bits. 24 octets, plutôt. 24 octets, elles vont être réservées, mais non utilisées. C'est du vide, c'est la fragmentation. Oui, puisque ce programme va utiliser 4 cadres en RAM, même si la quatrième ne sera pas totalement rempli.
Donc voilà, la justification, c'est que il va rester 24 octets dans la quatrième cadre seront libres. Mais les octets, elles sont réservées. Pour ne pas dire que, puisqu'elles sont libres, elles peuvent être allouées à autre chose. Elles sont réservées. Je crois qu'il n'y a pas un accent ici. Réservées. Les octets, d'accord? Ok, voilà. Dans 20 minutes, monsieur, chaque entrée nécessite 3 bits. J'ai pas bien compris chaque entrée. Je peux bien comprendre chaque entrée. Entrée de quoi? Entrée de quoi? Non, chaque entrée de la page, chaque page, c'est une entrée. Donc, de la table de page, donc, je vais effacer ceci. Donc, voilà, la table de page. Elle va essayer de faire la correspondance entre numéro de page virtuel, sur quelle page il a été mappé, numéro de page physique. Donc, combien d'entrées, c'est combien de pages, combien on a de pages. Combien on a de pages, nombre de pages. On a le numéro de page virtuelle, il est codé sur 15 bits. Donc, pour avoir toutes les combinaisons, ça veut dire de la puissance 15. D'accord? Est-ce que tu parles à propos de ça? Orham Ahmed. Est-ce que c'est à partir. Est-ce que c'est. Non. Combien d'entrées? Combien on aura? Donc, ça veut dire combien on aura de pages. La taille de page, la taille dialogue, combien on aura la taille du tableau. Ça veut dire combien il y aura d'éléments. Donc, chaque page, il aura une entrée. Par exemple, un tableau, combien on aura de cases dans le tableau? Mais c'est un tableau qui a 2 colonnes, ولكن بغيت نعرف شحال فيه من entrée. Est-ce que tu as compris, Orham Ahmed? Orham Ahmed, did you understand what I am saying? I try to explain you that each page have to have an entry on the table. J'ai pas bien compris pourquoi tu as les 3 bits. Qu'est-ce que tu veux dire par les 3 bits? Il ne veut pas parler. OK. Donc, si vous voulez, on va essayer. Donc, voilà, c'est un petit peu donc, la question au deuxième exercice. Donc, 4 points. C'est de la gestion de la mémoire, de la gestion de l'espace d'adressage virtuel et physique pour un programme. Donc, je retourne vers le fichier PDF. On va aller vers l'exercice numéro 4. Numéro 3. 4 points. Soit un ordinateur. L'ordonnanceur gère les processus d'une façon circulaire, avec un quantum de temps, dépendant du nombre du processus et du temps des opérations d'entrée-sortie. Le quantum,
n'est pas fixe, donc c'est adaptatif. Elle dépend du nombre de processus qui sont chargés en mémoire et du nombre des opérations, donc d'entrée-sortie. On considère 4 processus, P1, P2, P3 et P4 suivants. Donc, l'ordre d'arrivée des processus, P1, il arrive à 0, P2, il arrive à 100, P3, il arrive à 200, et P4 arrive à 514 millisecondes. Durée requise pour achèvement. Le processus P1 doit accumuler 200 millisecondes sur le processeur, d'exécution sur le processus. P2, il doit accumuler 140. P3, il doit accumuler 80. 18 et P4, 120. On suppose que les 4 processus sont indépendants et qu'ils effectuent chacun et qu'il effectue des opérations d'entrée-sortie pendant 40% de leur vie. Donc, un processus, s'il est seul, il effectue 40% d'entrée-sortie et 60% d'exécution. Si elles sont deux, on doit recalculer combien elles s'exécutent et combien elles font des entrées-sorties de leur vie et que le temps nécessaire à une commutation entre processus est négligeable. Donc, on demande tout d'abord aux étudiants quel est le rôle de l'ordonnanceur. Qui peut me donner le rôle de l'ordonnanceur? Gère l'allocation de la ressource processeur aux différents processus. Très bien. Et bien sûr, si vous dites qu'il y a deux bas niveau, haut niveau, c'est encore mieux. Quel processus va s'exécuter? OK. Donc voilà, toutes ces réponses, on les accorde comme justes. Donc, l'ordonnanceur, donc, elle gère l'allocation du processeur pour le processus qui sont mémoire, mais aussi on parle de l'ordonnanceur haut niveau, donc qui sert à faire le va-et-vient entre le disque, entre la mémoire d'échange et la RAM. Et lire un processus dans l'état près suivant un algorithme. Très bien. OK. Donc, Benoît, il a levé la main. Oui, Benoît, donc voilà, vous pouvez allumer votre micro et donc prendre la parole. I am waiting. Si Uadi. Yes. D'accord. Donc, la question 2, il dit de remplacer le tableau ci-dessus. Donc, je vais essayer donc de remplir le tableau. Nombre de processus, 1, 2, 3, 4, 5. CPU libre, CPU occupé. Et donc, voilà, le CPU occupé sur le nombre de processus. Je vais essayer de tracer le tableau sur le... Donc, je trace un tableau. Et je veux remplacer donc nombre de processus. On peut avoir
1, 2, 3, 4. CPU, le processeur libre, occupé, CPU occupé, CPU occupé, ça veut dire qu'elle travaille. Combien? On va essayer de calculer ceci occupé. Et bien sûr, le CPU occupé sur le nombre de processus. Donc, CPU occupé sur le nombre de processus. Nombre de processus sur ce nombre. Donc, lorsqu'on a un seul processus, le CPU est libre combien? 0,4. 40%, c'est 0,4. Elle fonctionne pendant 0,6. 0,6 sur 1, 0,6 sur 1, c'est 0,6. Lorsqu'on a 2, elle est libre pendant 0,4 fois 0,4, donc 0,4 au carré, c'est 0,16. Elle est occupée pendant 0,424. 0,424 sur 2, 0,4, c'est 0,42. Pour 3, 0,064. 0,936 et 0,936 divisé par 3, 0,312. Et c'est 0,0256. 0,9744. On va diviser par 4, on aura 0,24, donc presque 0,2436. Donc, et ce tableau, elle va n'aider à répondre à la question suivante. Donc, voilà, c'est un petit peu le... Donc, ça, c'est le tableau. Donc, la question suivante, je retourne vers la... Tracer le diagramme d'avancement du processus de le temps et déterminer la date d'achèvement de chacun des processus P1, P2, P3 et P4. Donc, je vais essayer de tracer l'avancement du processus de le temps. Pour ceci, je vais essayer de le tracer sur ici. Donc, je vais essayer de tracer le temps. Monsieur, Oui. j'ai pas compris le remplissage de tableau. De le remplaçage du tableau, donc on a la probabilité que pour qu'un processus soit... Lorsqu'on a un processus, le processus c'est n, d'accord? Et on a la probabilité que pour qu'un processus, chacun des processus soit bloqué, c'est 0,4. P est égal à 0,4. D'accord? Donc, la probabilité pour que tous les processus tous soient bloqués, c'est P à la puissance n. Et que le processus, donc, il travaille pendant 1 moins P à la puissance n. Donc, c'est formule que j'ai utilisée. Lorsque n est égal à 1, P est égal à 0,4, 0,4 à la puissance. Donc, le processus, il est libre
Donc, lorsque le processus est bloqué, le processeur il est libre. Donc, pendant 0,4, 40% c'est 0,4. Donc, il fonctionne à moins 0,4, c'est 0,6. Lorsque n est égal à 2, 0,4 fois 0,4 c'est 0,16, a moins 0,16, etc. Ou Yaradia. D'accord? Est-ce que vous avez compris maintenant? Oui, monsieur, merci. D'accord, très bien. Donc voilà, je vais essayer de tracer maintenant l'évolution du processus. Donc, il y a l'instant 0. Et donc, je vais essayer de tracer pour... on aura... Donc, P1, P2, P4, P3, P2, P1. Processus P1, P2, P3. Donc, je vais essayer de voir. Donc, on a dit que le processus P1, il arrive à t égale à 0. Le processus P2, il arrive à t égale à 100. Donc, je vais essayer 100. Donc, ça doit être 200. Ça doit être égal à 300. Ça doit être égal à 400. Ça doit être égal à 500. D'accord? Entre 0 et 100, combien on aura de processus? On a seulement P1. P1, elle est seule. Donc, je vais utiliser cette colonne. Elle est seule. Donc, elle va fonctionner 40% entrée-sortie, ça veut dire bloqué, et l'exécution 60%. Donc, dans ceci, c'est comme s'il a exécuté pendant combien? Combien il a exécuté? Combien il a exécuté le processus P1? Il a seulement... Combien? 120. Non, entre 0 et 100. 60 millisecondes. Les 40%, c'est des entrées. Combien elle a passé sur le processeur? C'est 60 millisecondes. 60%, ça veut dire, on a 100 millisecondes, ça veut dire, maintenant, entre 100 et 200, on a deux processus, P1 et P2. Donc, je vais utiliser la deuxième colonne. Le quantum, c'est comme si 42. Chacun des processus va exactement exécuter 42%. Donc, pour P1, donc je veux essayer de le prolonger d'ici à ici. Donc, mais avant de faire ceci, donc je vais essayer de tracer. Nous sommes à 100. Nous sommes à 200. Donc, on a dit que celui-là, il s'est exécuté combien? 42. 42 ici. Le P1, il a exécuté 42. Mais aussi, le deuxième, il a exécuté 42. Lui aussi, c'est 42. Chacun des processus, il s'est exécuté 42. Selon donc c'est comme si dans cette dernière, c'est comme si on calcule le quantum. Donc, le quantum.
À partir de 200, on va avoir 3 processus. D'accord? L'exercice ne dit que le processus P3 arrive à 200. Donc, on aura donc 3 processus. Donc, je vais utiliser. Et donc, le processus P1, il a besoin de 200. Combien il s'est exécuté P1? Il s'est exécuté 102. Et celui-là, il a exécuté 42. 42. Donc, combien il reste pour P1? Donc, pour P1, il lui reste 200 moins 102. Combien il lui reste? 98. Pour le P2, 140 moins 102. Il lui reste 98. Donc, celui qui arrive, lui, le P3, combien il lui reste? Lui aussi, 98. Donc, les 3 processus à t égale à 200, les 3 processus P1, P2 et P3, ils ont tous la même date. Ils vont se terminer à la même date. Donc, on aura le troisième qui va arriver. Donc, le D, il va arriver à 415. Donc, 415, après, je veux la prolonger. Pour faire un petit peu. بغيت نحرك هذا الشيء ساعة الأخرى. Donc, pour pouvoir un petit peu prolonger celui-là. D'accord? Donc, on va essayer de calculer alors. Donc, on va utiliser dans ce cas, on va travailler sur cette colonne, où est-ce qu'on a maintenant 3 processus, sur la 3e colonne. Donc, chaque processus, il va faire, donc chaque processus, il aura le quantum 0, 3, 12. Donc, 0, 3, 12, on va essayer de calculer. Donc, ça veut dire 31,2%. 31,2%. 0,3. Donc, c'est 31. Donc, pour faire 92, combien on aura? Donc, on peut calculer. Donc, ça, c'est pour 100. 31%. Donc, pour faire maintenant 98, il me faut X. Donc, X, il doit être égal à 98 fois 100 sur 31,2. Ça veut dire... Donc, je vais le calculer par une calculatrice. Donc, on a 98 divisé par 31,2 est égal à 3,14 qui multiplie 100
donc est égal 314. Donc à 314 à partir de 200, donc à cette date, à 514, donc je vais écrire par exemple ici, donc, donc je dois 400, 514, les trois, ils vont se terminer. D'accord? Donc je vais essayer d'effacer Hatché pour pouvoir tracer. Donc je veux tracer maintenant pour le premier, donc je veux le prolonger à 314. Donc celui-là, il va s'exécuter. On a dit que l'autre, le troisième, c'est un P3. Donc chacun d'eux, donc je vais écrire ici 98. Et bien sûr, il se termine. Voilà, il se termine. L'autre, 98, il se termine. L'autre, 98, et bien sûr, il se termine. Le quatrième, maintenant, il arrive à 514. Il a 120. Et donc, elle arrive à cet instant, le D, il est seul. Et donc, je dois retourner vers cette case. Donc, 60%, il lui faut 120, ça veut dire il lui faut 200. Donc, de 514 jusqu'à, donc je vais écrire par exemple, avec une approximation, donc supposons que c'est 714, donc l'échelle n'est pas, j'ai pas respecté l'échelle parce qu'il faut retracer tout. Donc on a dit que je vais le tracer. Il y a 200, c'est comme si on a ici 200. Et bien sûr, je vais le tracer ici. Combien elle s'est exécutée? Combien elle s'est exécutée? Combien elle s'est exécutée? C'est 120. Parce que 60, elle s'exécute. On a ici 200 dans chaque sens. Donc, voilà. Et on va essayer de calculer maintenant les temps. Donc, les temps, le P1, elle s'exécute et se termine à 514, P2 à 514, etc. Donc, et celui-là à 714. Donc, on nous demande la dernière question, calcule le temps de réponse moyen. Donc, le temps de réponse moyen. Donc, le temps de réponse moyen est égal à 1 divisé par 4 qui multiplie. Le premier, c'est 512 à moins 0. Plus le deuxième, 512 moins 100. 514, pas 12. Je m'excuse, donc c'est 14. Moins 100. Le troisième, c'est plus 514 moins 200. Le troisième, c'est plus 714 moins 514.
est égal à combien? Qui peut faire le calcul? Donc, je vais le faire. On a 514. C'est le premier, moins 0, plus 514, moins 100, plus 514 moins 200 plus 714 moins 514 est égal, et on va le diviser, ça c'est pour 4, est égal à 360. 360 millisecondes. D'accord. Voilà, c'est un petit peu. Donc, monsieur, est-ce que le quantum, qu'est-ce que le quantum? On a dit que le quantum, il dépend du nombre de processus qui sont. Elle dépend du nombre de processus qui sont en mémoire. Si c'est un seul, le quantum, c'est 0,6, 60. Donc, il fait 60% du calcul et 40% d'entre sorties. S'il s'agit de 2, donc ce quantum, il change. S'il s'agit de 3, il change. S'il s'agit de 4, il change. On n'a pas atteint à une situation dans laquelle il y a 4, mais voilà, ça dépend. Oui, c'est pas difficile parce que donc on ne sait pas vraiment. Ce qu'on sait, c'est que le processus, soit qu'il fait des entrées-sorties, soit qu'il fait du calcul. Donc, c'est difficile de savoir quels sont les états. Mais lorsqu'on a 100 millisecondes, 40% c'est du calcul et 60% c'est du calcul et c'est 40. Donc, oui, c'est vrai, ça dépend du contexte. D'accord? Donc voilà, c'est de cette façon, on termine le troisième exercice. Donc on va attaquer maintenant le dernier exercice. Le dernier exercice sur la partie réseau. Partie réseau. Soit le message constitué par la suite M à émettre, on utilise le mécanisme de détection d'erreur basé sur le CRC. Code redundancy chic ou code redundancy cycle obtenu à l'aide du polynôme générateur J de x, x3 plus x carré plus 1. Calculer le champ CRC pour la suite M. Quel est le message à transmettre au destinataire? On a dit qu'on a le M. Et le CRC, et le code générateur. Donc ça, c'est le M et le G. C'est le polynôme générateur, c'est x3, donc est égal 1 pour x3, 1 pour x carré, 0 pour x et 1 pour la constante. Et donc, pour calculer le CRC,
Donc, l'ordre de ce polynôme, c'est 3. On va ajouter 3, 0 à m et faire la division, ou bien faire le XOR. Donc, le XOR entre x à la puissance 3, x à la puissance 3, ou bien faire la division, non, x à la puissance, faire la division, donc faire la division entre x3 m de x par g de x. Donc son implémentation, je vais le faire maintenant. Donc, voilà, c'est... Je vais les faire ici. Le XOR. Donc, on a dit qu'on ajoute 3, 0. On va faire le XOR. Donc, on commence par le premier. Un XOR 1, c'est 0. 0 XOR 1, c'est 1. 1 XOR 0, c'est 1. 1 XOR 1, c'est 0. Donc, je descends le reste. Donc, le reste, c'est ça. Contrôle V. Donc, je fais le XOR. Donc, je fais le XOR, je vais le faire seulement avec le 1, 1, 0, 1. Donc, je suis arrivé ici. 1 XOR 1, 0. 1 XOR 1, 0. 0 XOR 0. 0. 1 XOR 1, c'est 1. Je dois descendre le reste. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Donc, je fais le I, le XOR. 1, 1, 1, 0, 1. Je suis arrivé ici. 0, 0, 0 et 0. Je descends le reste. 1, 1, 0, 0, 0. 1, 1, 0, 1. 1 et 1, 0. 1 et 1, ça doit être 0. 0, 1, 0. Donc, le CRC, ça doit être de taille 3. Donc, le taille 3, donc, donc on met le CRC est égal à 0, 1, 0. Parce qu'elle doit être de l'ordre 3 bits. Donc, comme on a ajouté les 3, parce que donc elle doit être aussi de 3 bits.
D'accord? Donc, quel est le message à transmettre au destinataire? Donc, au destinataire, on doit envoyer. Qu'est-ce qu'on va envoyer? On va envoyer au destinataire, on va envoyer le message. Voilà le message binaire qu'on doit envoyer au destinataire. C'est ça. On va ajouter donc le 0, 1, 0. Donc, c'est la séquence qu'on doit envoyer au destinataire. La question suivante, expliquez comment le destinataire vérifie que le message reçu est non corrompu. Donc, le message déjà, CRC. J'ai pas bien entendu. Tu peux répéter s'il te plaît? Est-ce que Le message reçu, moi, l'XOR. moins l'XOR, j'ai pas bien compris. On va faire le XOR du message reçu, mais le polynôme générateur. Si le reste est égal à 0, ça veut dire que le message est juste, il n'y a pas d'erreur. S'il est différent de 0, ça veut dire qu'il y a quelques erreurs. On va essayer de faire le XOR entre le message reçu et le. Donc, c'est le message reçu, c'est ça? D'accord? Je vais essayer de faire le XOR avec le polynôme générateur. Donc, le polynôme générateur, donc voilà, le XOR. Donc, je vais le faire à la souris. 1 XOR 1. 0. 0 XOR 1. 1. 1 XOR 0. 1. 1 XOR 1, 0. Je descends le reste. Le reste, c'est 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Donc, voilà, je fais le XOR plusieurs fois. 1, 1, 0, 1. Donc, je suis arrivé ici. Non. 1 XOR 1, 0. 1 XOR 1, 0. 0 XOR 0, 0. 0 XOR 1, c'est 1. Je descends le reste. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Donc, je fais le XOR 1, 1, 0, 1. Je suis arrivé quelque part ici. مازال هذا ما تخداش. 1 XOR 1, 0. 1 XOR 1, 0. 0 XOR 1, 0 XOR 0, c'est 0. 1 XOR 1, c'est 0. Je descends le reste. 1, 1, 0, 1, 0. 1, 1, 0, 1. 1 XOR 1, 0. 1 XOR 1, 0. 0 XOR 0, 0. 1 XOR 1, 0. Et bien sûr, il ne reste que 0 et c'est 2 0. Donc voilà, vous voyez que le message n'est pas corrompu. Donc, elle doit détecter s'il y a des 0 repart. Donc, je retourne vers la deuxième partie de Une entreprise composée de 10 départements se voit affecter l'adresse IP 196
179 110 0. L'administrateur souhaite affecter un sous-réseau à chaque département. Il a besoin donc de 10 sous-réseaux. De quelle classe d'adresse s'agit-il? Combien de machines cela permet-il d'adresser? La classe. Classé. Très bien. Combien de machines cela permet-il d'adresser? La classe C. « 255 » Non. 2 à la puissance 8 moins 2. 2 à la puissance moins 8, ça veut dire 2 à la puissance 256 moins 2. 254 moins 2. Très bien. 254. En supposant que le nombre de départements de Londres ne va pas tellement évoluer, quel est le masque de ce réseau optimal? Donc, on a dit des départements. 10, il est compris entre 8 et 16. Il est compris entre 2 à la puissance 3 et 2 à la puissance 4. Combien de bits on va emprunter pour la partie hot? Combien? 4 bits. 4 bits de la partie haute. Donc dire ça, ça veut dire que le masque doit être 255. Donc le masque par défaut de la classe C, c'est 255 par 0. Maintenant, le quatrième octet, on va le diviser en ce réseau. Point 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0 et 0. Ça veut dire 240. Donc, je veux voir. Oui, c'est 240. Donc, 255. 255.255.255.240. Donc, ça, c'est le masque. Quel est le masque de ce réseau optimal? Combien de départements peuvent être ajoutés? Combien 6 départements. Très bien. Donc, 6 départements. Combien de machines chaque département peut-il comporter? Combien de machines? 14. Oui, 2 à la puissance 4 moins 2, ça veut dire 16 moins 2, c'est 14. Quelle est l'adresse de troisième sous-réseau? Quelle est son adresse de broadcast? Donc, je veux essayer d'écrire l'adresse. Donc, on a dit que l'adresse initiale, c'est ça. Donc, l'adresse initiale, c'est ça. Donc, l'adresse de premier. Donc, on a dit que voilà les 4. Voilà le quatrième octet. Les 4 bits, ils vont nous définir les réseaux. Le premier réseau, il prend exactement 0001. Le deuxième réseau, il va prendre ici la valeur 1. Le troisième réseau, il doit prendre la valeur 1, 0. Parce qu'il faut faire les combinaisons des 4 bits. Donc, les 4 bits, donc 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1.
Voilà, 4 combinaisons. On a 16 bits. Donc, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Donc, 1. Donc, donc le troisième, son réseau, c'est ça. Vous voyez que cette combinaison, elle apparaît ici. Et donc, si je veux écrire ça en décimale, pointée, ça doit être 192, 196.179.110. Combien? 32. Point 32. Très bien. La question, donc ça c'est l'adresse de ce réseau. La question c'est quelle serait l'adresse de broadcast de ce réseau? Ça doit être 100.110. Donc, je vais écrire le dernier octet en binaire. Donc, la partie réseau, c'est 0, 0, 1, 0. Et la partie haute, je vais la remplir par 10 1. 1, 1, 1, 1. Ça veut dire 32 plus 15, ça veut dire c'est 47.47. 196.179.110.47. Donc, ici, la dernière question. Donc, c'est la dernière question. Donc, vous voyez que 1 heure et 25 minutes, on a discuté, on a jonglé à droite et à gauche pour vous expliquer. Et donc, 1h30 et donc 20 points sont dans la poche. Bien sûr, donc maintenant, l'étudiant, donc, il va se poser les questions, il va réfléchir, il va penser, il va réfléchir, mais il peut, et je l'avais dit qu'il y a des étudiants qui ont 19 sur 20. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. L'examen, il est terminé. Pas de questions? Monsieur, pour le cidre, comment peux-tu calculer la plage d'adresse dans un bloc, par exemple, /13? Donc, on va essayer de prendre, par exemple, et là, on va prendre, par exemple, un exemple. Donc, on vous dit que, par exemple, 192.168.1.0 slash, au lieu de slash 24, slash 22. Donc, ça, c'est un petit peu le masque, slash 22. On sait que le masque, par défaut de ça, ça doit être 255.255.255.0 ou bien le slash 24. Donc, maintenant, donc, cette adresse, elle appartient à la plage. Le masque de cette plage, c'est 250, de la plage slash 22, donc le slash 22, c'est 255.255. Le troisième octet n'est pas rempli. Ça veut dire on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0.0000, donc, etc. Donc, ça, c'est le slash 22. 4 et 4. Je vais effacer 1. Donc, la partie commune, le réseau, c'est ça. C'est 22 bits. On nous demande à quelle adresse il appartient, quelle est l'adresse de réseau de cette plage.
Donc, pour trouver l'adresse de réseau, c'est le 1 de l'adresse EP le masque. Donc, pour faire le AND, on a 192.168. Donc, je vais écrire le 1 en notation binaire. Donc, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.0. 255.252. Donc, le 252, je vais l'écrire lui aussi en notation binaire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0, point 0. Donc, l'adresse. Donc, l'adresse de ce réseau, c'est 255. Le AND avec 255 avec 192, c'est 192.168. Donc, le 0 مع le 1, ça doit être un 0. Le 0 مع le 1, ça doit être un 0, etc. Donc, ce sont tous des 0. Point 0. Donc, l'adresse de réseau, c'est 0.0, 0.0, mais avec un slash 22. Le broadcast, on va vous demander aussi le broadcast. Le broadcast, lorsque la partie du host, elle est tous à 1. Ça doit être 192, 168 points. Donc, on a dit que l'adresse de réseau, c'est 0. C'est 0. C'est ça les réseaux. Mais maintenant, la partie host, je vais le mettre les 1. On a la partie host de 0, maintenant, on va le mettre à 1. Oui, point. D'accord? 4 ça veut dire que le broadcast, ça veut dire 192.168.3.255. C'est l'adresse de broadcast de cette plage. Et bien sûr, cette plage, elle contient 4 réseaux de classe C. C'est la concaténation de 4 réseaux de classe C pour construire le super réseau, le CID. Donc, voilà, c'est de cette façon. Donc, pour dire que quelles sont les adresses utilisables. Donc, les adresses utilisables, c'est à partir de l'adresse de réseau plus 1 jusqu'à l'adresse de broadcast moins 1. L'adresse plus 1, 192.168. Donc, 0.1 jusqu'à 192.168.3.254. Voilà les adresses, la plage des adresses. Donc voilà, ici, c'est l'adresse de réseau. Adresse network. Donc ça c'est adresse de broadcast. Si tu sais en notation binaire, ça c'est l'adresse de broadcast. Donc le masque c'est donc le slash 22. Le slash 22 c'est 250. Donc le masque. Donc le masque, je vais l'écrire aussi. Masque de subnet, c'est 255.255.252.0. Et bien sûr, les adresses utilisables, donc à partir de ça à ça. D'accord? C'est de cette façon qu'on... Donc, si on vous demande quels sont... Il y a aussi cette question qui arrive. Quelles sont les adresses du réseau du classe C qui ont été combinées? Donc, les adresses, donc le premier adresse de classe C, je veux maintenant les définir. Donc, on a ceci.
On a ceci. Donc, je veux prendre ceci. Donc, cette adresse, donc, les adresses, donc, je vais les écrire tous, ce sont des cadres. Le premier, donc, c'est 0, 0. Le deuxième, c'est 0, 1. Le quatrième, c'est 1, 0. Le premier, c'est 0, 0. Donc, voilà. Je vais le mettre, donc, 1, 2, de la combinaison 0, 0. Le deuxième, et ça. Le troisième et le quatrième, c'est 1, 1. Donc, 4 réseaux. Donc cette plage, elle combine les 4 réseaux. Donc, si je vous demande combien d'adresses ce super réseau contient. Donc, c'est 2 à la puissance, combien? 2 à la puissance 10. 2 à la puissance 10, puisqu'on a 10 bits. 8 plus 2 à la puissance 10, moins 2. Ça veut dire 1024 moins 2 est égal à 1022. 1022. Cette plage, par contre, ce réseau tout seul, il contient 254. Ce deuxième, il contient 254. Le troisième, lui aussi, 254. Le quatrième, 254. Si s'ajoute 250, 250, 250, ça veut dire 1000. 4 plus 4, ça veut dire 1016. Les 3 blocs d'adresses séparément, elles contiennent 1016 adresses qu'on peut allouer aux machines et, bien sûr, d'accord. Donc, j'ai oublié, est-ce que vous avez toujours une science du corps, du cours? Est-ce que j'ai oublié? Non. Très bien. Donc, vous voyez avec 4 blocs, 4 réseaux de classe C, on peut seulement combiner 1016. Avec un cidre, avec un super bloc, nous avons gagné donc ici, blocs et sont consécutifs, une après l'autre. Et bien sûr, le bloc, il va utiliser seulement l'adresse de réseau. La seule adresse de réseau. Donc, une seule adresse au lieu de 4 adresses dans la table de routage. D'accord? Donc, c'est ça, le bénéfice d'utiliser le cidre. Donc, ce que je viens de dire, il est aussi vrai pour la classe B, pour la classe C, pour la classe A. Je peux combiner plusieurs réseaux en un super réseau. Donc voilà, je crois que je suis fatigué. Vous aussi, vous êtes fatigué. Donc on va s'arrêter ici. Et donc, je vous souhaite bon courage. Donc, j'arrête l'enregistrement.